Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence qui traite de la place de la psychologie dans la médecine. Question importante, question délicate, parce qu'en Occident, la psychologie humaine et la médecine font l'objet d'études tout à fait distinctes. Fac de sciences humaines d'un côté, fac de médecine de l'autre, alors qu'il est difficile de séparer logiquement le corps de l'esprit dans l'être humain et d'ignorer les interactions entre le corps et l'esprit dans la santé comme dans la maladie. Et même dans les médecines traditionnelles, il n'est pas si courant que ça de trouver la psychologie à sa juste place dans les programmes, et ni la psychothérapie, ou un terme équivalent, en tout cas l'usage de la psyché dans un but thérapeutique, alors que nous allons le voir, c'est quand même une des branches principales de la médecine, et que les médecines anciennes reposaient essentiellement là-dessus d'ailleurs. Donc, ça vaut la peine de se poser la question 5 minutes de ce qui se passe là-dedans et de ce que ça fait sur le reste, et de se demander comment il est possible de l'ignorer lorsque l'on fait de la médecine. D'ailleurs, se poser la question de la place de la psychologie dans la médecine, en ce qui concerne l'être humain, on pourrait presque avoir honte de poser la question. Et d'ailleurs, dans un ouvrage qui remonte à environ 300 avant Jésus-Christ, le Neijing Sowen, ouvrage de médecine chinoise, sont clairement évoquées des situations cliniques où une personne, à la suite de certains chocs émotionnels précis, peut développer, par exemple, ce qu'on appellerait aujourd'hui un cancer des ganglions lymphatiques ou une maladie dégénérative. Et effectivement, à la suite de cette citation dans le Neijing, on dit que cette perte, par exemple, de biens matériels ou de personnes que l'on aime provoque un marasme qui se cristallise, et puis voilà, les muscles fondent, etc. Et c'est précisé à la fin de quelle qualité est l'art du médecin qui ignore cela. 300 avant Jésus-Christ. On peut continuer de se poser la question. De quelle qualité est l'art d'un médecin qui ignore cette interaction criante entre les états psychiques et l'état physique qui peut s'en suivre? Ce qui ne veut pas dire, on y reviendra, qu'il faut tout psychologiser non plus, parce que c'est un défaut extrême inverse qu'on a un peu chez nous, et ça, c'est pas bien non plus. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas ignorer tous les paramètres qui peuvent mener à la maladie, ou permettre de rétablir la santé. Le docteur Liang Kokuan, dans son enseignement de la médecine chinoise, précisait clairement qu'il existe 4 grandes branches thérapeutiques à la médecine chinoise. C'est-à-dire, pour soigner un être humain, on a une grande panoplie d'outils, parce qu'un être humain c'est un peu complexe. Il y a de la matière, il y a de l'énergie, il y a de l'esprit, tout ça, ça marche ensemble. Il y a les interventions externes, c'est tout ce qui permet de soigner une personne depuis sa surface. Alors là-dedans, on a l'acupuncture, le massage, les emplâtres, pourquoi pas la chirurgie, les mobilisations articulaires, etc. Il y a les interventions internes, c'est-à-dire faire ingérer des substances pour corriger le fonctionnement interne, bien entendu toute la pharmacopée chinoise, les médicaments, mais aussi la diététique par exemple. Il y a les exercices, tout ce qui est postural, tout ce qui est ergonomique, ça inclut le Qigong, ça inclut les pratiques, disons, de correction ergonomique, le fait de prescrire de la marche ou certaines activités particulières ou certains mouvements particuliers pour traiter des maladies. Et puis il y a Xinyi Taoyin, c'est-à-dire rééduquer le cœur égaré, diriger, conseiller, réorienter, faire réfléchir, c'est-à-dire recadrer, pourrait-on dire, pour utiliser un terme plus moderne, certains points de vue pour aider la personne à voir sous un autre angle un problème et s'apercevoir que l'œuf il peut être rond ou ovale, c'est juste une question de point de vue, et que c'est souvent la personne qui crée le problème et non pas le problème lui-même. Donc une des 4 grandes branches du système médical chinois, c'est d'agir sur l'esprit pour permettre d'agir ou sur l'esprit ou sur le corps, parce que la psychologie ou la psychothérapie n'est pas uniquement destinée à traiter les problèmes psychologiques. Dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, on peut tout à fait désamorcer un processus somatique en changeant de mentalité à temps. Donc, une médecine qui se veut vraiment générale se devrait logiquement d'être une médecine globale, une médecine systémique, qui garde à l'esprit le fait que les organes sont reliés entre eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier dans le corps les organes séparément. N'importe quel garagiste doit savoir comment un moteur fonctionne avec toutes les pièces en interaction les unes avec les autres. Une médecine qui relie le corps à l'esprit,
parce qu'on ne peut pas non plus séparer de façon complètement schizophrène les deux éléments. On voit trop facilement comment les dérèglements du corps entraînent des gens qui se lèvent de mauvais poils parce qu'ils n'ont pas assez dormi. Voilà, ça part d'un physique, ça arrive dans du psychique. Le psychique qui va vers le physique, bien entendu, c'est-à-dire qu'un trouble psychologique qui génère ensuite, je ne sais pas, des maux de tête, des insomnies, un ulcère, etc. Et puis, une médecine généraliste doit aussi relier l'être humain à son environnement social, son environnement naturel, parce que nous sommes des êtres ouverts, des êtres sociaux, et nous fonctionnons en interaction avec le milieu. Nous avons besoin de nous laisser traverser par de l'air, par de la nourriture, par des informations, et c'est tout ça qui va nous faire fonctionner. Donc évidemment, on n'est pas complètement blindé par rapport à ça, et on peut aussi avoir des difficultés d'adaptation à ce monde, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique. Donc une médecine qui ignorerait le fait que les organes sont reliés, que le corps est lié à l'esprit, ou que l'homme est lié à son environnement, c'est une médecine qui se condamne à une vision extrêmement rétrécie, restreinte du fonctionnement humain. En dépit de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'est-ce que une médecine cohérente devrait prendre en compte pour comprendre l'être humain dans sa globalité, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas d'études de la psychologie humaine dans les études de médecine chez nous. Il y a quelques heures, certainement, mais c'est rien, quoi, si on compare avec le corps. Et l'esprit n'est pas moins important que le corps, le conducteur n'est pas moins important que le véhicule. Hein. Alors bien sûr, il y a des philosophes qui se posent la question de savoir si nous sommes des êtres humains venus sur Terre faire une expérience spirituelle, ou si nous sommes des êtres spirituels venus sur Terre faire une expérience humaine. Et puis bon, la médecine, c'est pas de la spiritualité, mais enfin, quand même, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'heures d'études sur la psyché, sur le fonctionnement des émotions, des pensées, des désirs, et de ce que ça peut provoquer sur le plan de la pathologie. À l'inverse de ça, enfin, ou en complément, ou en aggravation de ça, on s'aperçoit qu'il y a des campagnes visant la santé qui, par ignorance de la psychologie humaine, sont totalement anxiogènes, c'est-à-dire fabriquent de la maladie. Et là, je vais prendre 2-3 exemples tout simples, des photos que j'ai prises moi-même en me promenant dans différentes villes, dans des abribus ou des choses comme ça. Par exemple, sur le cancer. Vous avez la première photo, vous voyez, cancer du sein, ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que vous n'avez rien. Intéressant. Parce que si on réfléchit autrement, ça veut dire je ne sens rien, donc j'ai peut-être un cancer. À la limite, je me sens bien, je suis bien portant, donc je suis un malade qui s'ignore. Vous voyez, Knock n'est pas loin. Ça, c'est anxiogène. C'est-à-dire que même si je me sens bien, j'ai peut-être quelque chose. C'est une façon totalement déraisonnable d'attirer l'attention des gens sur des risques et les inciter à faire de la prévention. Parce que quand on sait ce que fait l'angoisse en médecine chinoise, on sait que l'angoisse est une émotion qui a un effet vasoconstricteur, qui fige, qui bloque, qui fait sombrer l'énergie à l'intérieur du corps, et l'énergie entraîne le sang, les liquides, les matières. Et donc, pour fabriquer des tumeurs, l'inquiétude, il n'y a rien de tel. Donc, une campagne anxiogène, c'est une campagne cancérigène. Autre exemple, je vis, mais le cancer aussi. Elle est pas mal, celle-là non plus. Vous voyez la tête super réjouie de la nana qui a été traitée de son cancer, mais visiblement, on sait que ça va revenir. On le sait parfaitement parce qu'effectivement, le traitement n'est qu'un traitement qui a visé la tumeur, mais pas l'origine de la tumeur. Donc, on a brûlé, on a raclé les champignons sur le mur, mais on n'a pas du tout traité l'humidité qui est dans les murs. Donc on sait que les champignons vont revenir. On se réjouit simplement du fait que grâce à une hormonothérapie, on va pouvoir retarder le retour des champignons en question. Enfin, c'est une piètre victoire. Et on annonce déjà à la personne que le cancer, de toute façon, voilà, elle a pris perpète. Et la perpétuité ne durera pas longtemps parce que la date de la mise à mort est annoncée. Fantastique. Encore un autre exemple, ne vous inquiétez pas, c'est un cancer.
Alors, ça se veut de l'humour, hein, parce que c'est pour dire demain on traitera le cancer comme si c'était la grippe. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un cancer. Sous-entendu, on maîtrise. Hein. Sauf que quand votre subconscient lit j'allais dire une publicité, oui pour le cancer, pour moi c'est une publicité de ce genre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit inquiété et cancer, parce que le subconscient ne retient pas la négation. Hein. D'ailleurs, tout ce qui est formulé sous forme d'interdiction, à commencer par l'étape de la loi, c'est forcément un humain qui a fait ça parce que c'est pas très malin. Hein. Parce que ne pensez pas à un chien, qu'est-ce que vous faites? Vous savez bien. Donc votre subconscient, il va forcément s'orienter vers le... Il ne voit pas la négation. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un cancer. Moi, je retiens inquiétude cancer, c'est tout. Donc ces campagnes-là, ce sont 3 petits exemples simples qui montrent tout bêtement qu'il y a une méconnaissance totale du fonctionnement de la psyché humaine dans les processus de santé ou de maladie, et que les médecins, avec toute la bonne foi du monde, font des campagnes qui fabriquent des maladies. Parce que ça rend malade. Vous voyez, avec les cigarettes, c'est la même chose, de mettre des photos de personnes mourantes ou cancéreuses, etc., des trucs un petit peu dégoûtants sur les paquets. Ça fait que les gens s'inquiètent en fumant, parce que ça crée de l'inquiétude, et l'inquiétude donne envie de fumer. Donc c'est génial, ça fait vendre encore plus de cigarettes, donc ça rend la cigarette 2 fois plus dangereuse, parce qu'on fume en s'inquiétant. Donc ça, c'est une maladresse totale qui est liée à une ignorance délibérée. Délibérée, en tout cas, culturellement, je trouve très dommageable. Voilà où nous en sommes. La psychologie humaine, elle peut rendre malade ou elle peut soigner. Tout dépend comment elle est utilisée, comment elle est comprise. Donc il faut comprendre son fonctionnement. Il faut comprendre les interactions entre le corps et l'esprit. En médecine chinoise, c'est une évidence. Il y a déjà une étude de base du mécanisme des émotions, des liens avec le fonctionnement des organes. Mais il y a aussi, alors pas dans toutes les formations, mais il devrait normalement, dans une formation traditionnelle, y avoir une étude de ce qu'on appelle Xinli, c'est-à-dire les raisons du cœur, c'est le fonctionnement de la psyché humaine, la psychologie humaine, qui inclut une étude par exemple sur les morphotypes. Hein, les typologies, on a la même chose dans la médecine d'Hippocrate. Les profils psychologiques, hein, la frustration, la persécution, la défaite, la suspicion, la culpabilité, tout ça c'est des choses qui s'étudient parce que c'est des moteurs qui font fonctionner les gens différemment. Dans les profils, ça c'est même pas des profils psychologiques d'ailleurs, c'est des états psycho-affectifs particuliers. Les profils psychologiques, c'est les gens qui sont l'ambition, les complexes, vous voyez, d'infériorité, les gens qui sont toujours méfiants, qui sont hostiles. Tout ça, ça s'étudie et ça a des sources innées et des sources acquises dans la prime enfance. Il y a une étude sur la mort, normalement, quand on étudie la médecine chinoise, parce que la mort, c'est pas le contraire de la vie, la mort, c'est le contraire de la naissance. D'ailleurs, c'est pas un départ, c'est un retour. Donc il y a toute une étude à faire sur le processus de la mort, parce que quand c'est mal vécu, si j'ose dire, c'est un peu, on se sent comme un condamné à mort dans le couloir, et puis on pense qu'à l'heure de l'exécution, et forcément, on vit mal. Donc, toutes ces choses-là, on les met un petit peu sous le tapis chez nous, ça devrait être étudié au plein jour. Il y a aussi la psychothérapie, c'est-à-dire l'usage de la psyché dans un but thérapeutique, et ça c'est tout un ensemble de méthodes, alors qui vont de simplement l'écoute du patient, parce que déjà écouter c'est une façon de permettre à une personne de vider son cœur, et ça peut être déjà soulageant pour cette personne, mais il ne faut pas uniquement vider, il faut aussi remplir. Hein, on dit en médecine chinoise qu'il faut, dans la psychologie, c'est l'art de vider le patient pour le remplir, donc il faut lui permettre de sortir ce qui ne va pas, mais aussi de ramener quelque chose de nouveau qui puisse l'aider. Et donc, pour remplir, ça dépend vraiment de la nature des problèmes. Ça peut aller de certains poèmes qu'on peut écrire à des patients. Alors, ce n'est pas juste des mots fleuris, c'est des choses qui vont nourrir la réflexion, la compréhension. Les citations, les histoires, les métaphores, permettant à l'esprit de comprendre quelque chose sans émettre trop de résistance. Des formes d'hypnose, l'usage de certaines formes de croyances ou de foi, des méthodes injonctives, c'est-à-dire, il y a des gens, s'ils veulent savoir, vous voulez savoir le goût de cette tarte, ben mangez-la.
mais je ne vais pas vous faire une conférence sur cette tarte pour essayer de vous dire quel goût elle a. Il faut faire l'expérience. Les connaissances et les expériences sont deux façons de développer l'esprit. Et chez nous, on est très intellectuel. On parle de certaines choses sans jamais les faire. Parfois, il faut amener les patients à faire certaines choses aussi. Tant qu'on n'aura pas fait certaines expériences, il y a des fois, il faut se brûler, sinon on ne comprend pas. Toutes ces méthodes sont importantes et elles font partie de la médecine chinoise. La méditation fait également partie des méthodes d'introspection, permettant de calmer l'esprit, de pouvoir voir des choses émerger qui sont au fond de nous. Mais pour ça, il faut un système de décantation. C'est plus tellement dans notre culture. Tout ça, c'est des choses à cultiver, à expliquer et à utiliser parfois vis-à-vis des patients. C'est une branche qui est ésotérique, c'est-à-dire qu'elle était transmise au niveau des étudiants qu'à des personnes elles-mêmes capables de comprendre ce qu'on explique. Parce que, évidemment, on n'étudie pas la psychologie pour régler ses problèmes, on étudie la psychologie pour aider les autres. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà réglé certains problèmes. Et donc, c'est vrai que c'est une branche qui n'est peut-être pas facile à transmettre de façon, par exemple, livresque simplement. Souvent, c'est une branche qui était transmise uniquement en tradition orale. Et c'est pourquoi il y a eu un problème au niveau de la révolution culturelle, parce qu'évidemment, l'émancipation des consciences, quand il y a un grand timonier qui se charge de la conscience collective, c'est pas à l'ordre du jour. Donc tout ce qui touchait à la psychologie humaine, en matière de médecine chinoise, a un petit peu disparu au moment de la révolution culturelle en Chine, parce qu'on n'est pas censé penser différemment des autres. Et lorsqu'elle a été réintégrée, oui, on nous a reparlé de l'acupuncture, de la pharmacopée, du qigong, mais comme par hasard, la psychologie, ah non, en médecine chinoise, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, oui, il y a tout un pan de la médecine qui porte là-dessus. Alors, on a eu la chance avec le docteur Léon Kokuen d'avoir le représentant d'une lignée de médecins qui, depuis le XVIIIe siècle, ont cultivé cette branche, l'ont étudiée d'ailleurs en relation beaucoup avec notamment les processus de cancer, et donc c'est vraiment quelque chose de précieux. Mais c'est très regrettable que même dans les médecines dites traditionnelles, on ait un petit peu oublié cette partie-là. Lorsque dans certaines écoles de médecine chinoise, vous trouvez néanmoins annoncé une formation en psychologie, il faut encore voir le contenu, parce que le menu n'est pas toujours le plat. Et puis enseigner et former, c'est deux choses différentes. Il y a quand même, disons, des particularités à l'enseignement de cette branche. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas d'écouter ou de parler à un patient pour faire de la psychologie. Il y a des gens qui s'imaginent que comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous savez, chez Molière, voilà, il suffit d'avoir des patients, d'avoir le statut de soignant pour forcément être psychologue. Absolument pas. Il faut connaître, reconnaître, différencier des profils psychologiques, voir quelle est la personne qui s'exprime, comment elle est structurée, de quoi elle souffre. Ne pas confondre ce qu'est la personne et de quoi elle souffre. Prenons l'exemple d'une personne, par exemple, qui est d'un tempérament ambitieux. Ça s'appelle zida en chinois, grande ambition. Quelqu'un de yang, vous voyez, qui veut faire beaucoup de choses. C'est son tempérament. Le tempérament ne change pas. Comme disait un grec, on ne fera jamais marcher un crabe droit. Donc ça, c'est reconnaître la personne comme elle est. Ensuite, cette personne, parce qu'elle a une grande ambition, elle souffre, par exemple, de frustration, parce qu'elle n'arrive pas à faire tout ce qu'elle veut. Donc son problème, c'est la frustration qui va la rendre malade. Son problème, c'est la frustration. Mais si vous dites à cette personne, ah bah oui, vous êtes frustré parce que vous êtes trop ambitieux de nature, vous aggravez la frustration. C'est-à-dire que vous n'êtes pas psychologue du tout. Peut-être vous avez repéré la personne, mais vous avez bêtement dit ce que vous voyez, et ce n'était pas forcément très psychologique. Donc, c'est vraiment un boulot, la psychologie, de reconnaître les gens, de voir de quoi ils souffrent et de les aider à ne pas souffrir sans forcément prendre plaisir, un plaisir malin, au sens tumoral du terme, à dire tout et n'importe quoi aux gens. Il faut savoir aider les gens à se vider. Il faut savoir aider les gens à se remplir. Mais ça ne veut pas dire les remplir de ce que nous on pense. C'est les remplir de ce qu'eux ont besoin, les laisser se remplir eux-mêmes. Les aider, comme disait l'autre, à trouver leur voie, pas leur imposer la nôtre. Il faut maîtriser les différents outils. C'est pas toujours évident de trouver le bon conseil, la bonne métaphore. Si vous adorez une histoire, bah oui, si vous la racontez à n'importe qui, ça tombe à côté. Comme me disait une patiente, quand vous jetez des graines, il y en a qui meurent parce qu'elles tombent sur un sol dur, sur des cailloux. Il y en a d'autres, elles commencent à pousser un petit peu, mais il y a des ronces autour et elles ne vont pas plus loin. Elles finissent par s'étouffer. Puis enfin, certaines graines poussent
Donc lorsque, par exemple, dans une conférence, je balance des informations comme ça, je ne sais pas du tout où elles tombent. Il y a des gens chez qui ça va faire pousser certaines idées, puis d'autres, ça va servir à rien. Là, c'est parce que je m'adresse à tout un public. Mais quand je suis face à un patient, c'est différent. Là, je sais qui j'ai en face de moi. Ce n'est pas une caméra, c'est un être humain avec une histoire que j'ai appris à comprendre. Et là, quand je vais lui dire quelque chose, il faut que ça porte. Donc le même mot peut servir à rien, il rentre l'air, sort là, mais c'est pareil pour une aiguille d'acupuncture ou une plante. C'est l'adéquation de ce que l'on dit, de ce que l'on conseille au patient qui va faire la puissance du traitement. Ce n'est pas la puissance intrinsèque du produit ou de l'histoire. Donc, être psychologue, c'est ça. C'est d'abord de voir, de comprendre et ensuite de donner le conseil adapté à ce que l'on a vu. Et d'utiliser le bon outil. Écrire un poème à certains patients, ça va juste les faire rigoler. À d'autres, ça va les faire pleurer. Donc, c'est ça qui est important de reconnaître. Dans le Neijing, il est dit que si, dans certaines maladies, toujours à propos de ce passage sur les personnes qui tombent gravement malades suite à une émotion, il est dit aussi que dans ces maladies-là, si le médecin n'a pas assez d'autorité pour détourner l'esprit du malade, toute la médecine sera impuissante. Ça veut dire que la psychothérapie fait partie intégrante de la médecine chinoise. Elle n'a pas été développée comme les autres branches par la suite, et pourtant c'est dit texto dans cet ouvrage qui est la Bible de la médecine chinoise. Si le médecin n'a pas assez d'autorité pour détourner l'esprit du malade, toute la médecine sera impuissante. Et voilà ce qui se passe quand vous voyez, quand on traîne dans les départements de cancérologie. On aimerait avoir plus de médecins psychologues que des personnes qui vous annoncent simplement votre prochain cancer. Et puis il faut savoir combiner toutes ces méthodes avec les autres branches de la médecine chinoise. C'est-à-dire que vous pouvez profiter d'une séance d'acupuncture quand vous êtes praticien de médecine chinoise, puisque la personne est détendue, ou d'un massage, elle est dans un état que les gens de Palo Alto appellent de psychothérapie, non, d'hypnothérapie sans transe apparente, c'est-à-dire qu'elles sont dans un état de réceptivité consciente, mais où la conscience est reposée, qui permet par exemple d'envoyer des messages au subconscient. Donc vous pouvez faire de l'hypnose sans annoncer que vous en faites, mais vous pouvez envoyer des petites choses dans un état comme celui d'une personne qui est détendue sous des aiguilles pour permettre de glisser des petites informations qui vont lui servir aussi, et c'est comme si vous mettiez des aiguilles en plus. Donc, il ne s'agit pas de se croire psychologue simplement parce qu'on exerce une pratique de santé. En médecine, on rencontre beaucoup d'égos surdimensionnés. Vous savez, les grands professeurs. Ou des égos déréglés. Des égos déréglés par la fierté. Vous voyez, moi je sais, vous ne savez pas. Hein? C'est qui le médecin? Il y a des patients comme ça, ils posent des questions et tout de suite le médecin dit mais c'est vous ou moi le médecin? Mais qui est au service de qui? Hein? Des égos déréglés par la crainte. La crainte de perdre son jugement rationnel. C'est-à-dire si je m'investis trop émotionnellement, si j'essaye de comprendre ce patient, si je sors de mes schémas, si je ne conserve pas une certaine distance, une certaine froideur, un certain détachement, je ne vais plus pouvoir soigner. Mais ça, c'est de la peur, quelque part. Des égos déformés par le formatage de ce qu'on a étudié parfois en médecine, hein, ou par des obsessions personnelles, hein, c'est-à-dire attention aux microbes. Moi j'ai appris que les microbes étaient partout et donc je projette cette peur chez tous les patients. Vaccinez-vous, quoi, vous n'êtes pas vacciné, mais c'est quoi, vous êtes fou, hein, vous êtes un inconscient et vos enfants. Non, réfléchissons sur l'ensemble de ces choses-là sans peur et sans conditionnement, et sans intérêt, sans conflit d'intérêt. Des égos déformés aussi par le fait que le praticien c'est un être humain qui a encore ses problèmes et que des fois on voit des thérapeutes qui cherchent la solution à leurs problèmes chez leurs patients. Alors forcément, ils vont orienter les patients en disant vous êtes sûr que vous n'avez pas tel truc? Parce que quelque part, sous-entendu, moi je l'ai, et du coup ils vont aller fabriquer peut-être sans s'en rendre compte des nouveaux problèmes chez les autres. Ou alors ils vont être obsédés, on le disait tout à l'heure, par des problèmes, certains, par exemple, je ne sais pas, des causes psychologiques. Et ils vont chercher dans des pathologies somatiques, à l'inverse, à tout prix une cause psychologique, alors que la cause n'était pas d'ordre psychologique et le patient il rentre avec un problème, il repart avec 2 problèmes. Tout ça, c'est pas juste. Tout ça, c'est des praticiens qui n'ont pas réglé leurs problèmes à eux,
ou alors qui ont, je vous dis, qui les ont tellement bien réglés d'une certaine façon qu'ils vont embarquer tout le monde dans leur vision des choses, mais ils ne se mettent pas au service des autres, véritablement. On a aussi un autre problème avec la médecine occidentale, c'est les machines. Parce que maintenant, on confie le diagnostic à des appareils, à des examens. C'est plus le médecin qui fait le diagnostic. Et donc, vous n'avez pas d'examen psychique fait par des machines. Vous avez que des examens sanguins. Vous avez que des radios. Donc, quand on fait des diagnostics à partir d'examens, eh ben, on ne voit pas l'âme des patients. Donc, évidemment, les médecins ne sont plus formés à comprendre la partie psychique des humains parce que ça ne se voit pas. Et chez nous, ce qui est scientifique, c'est ce qui se voit, bien entendu. Le docteur Leong appelait ça la philosophie de la Terre seule, au lieu d'une philosophie du ciel et de la Terre. Mais le ciel, on ne le voit pas, c'est transparent. Mais on a aussi besoin du ciel pour vivre. Le problème pour la médecine chinoise, il est autre, c'est pas qu'on utilise des machines, mais c'est que la médecine chinoise s'enorgueillit parfois d'être une médecine énergétique. Alors évidemment, l'énergie, c'est une étape supplémentaire dans la compréhension du vivant qui est très importante. On sait que la matière, c'est de l'énergie. On est passé du niveau de la biochimie au niveau de la physique. Et c'est vrai qu'avoir une vision énergétique des choses, c'est déjà plus fin qu'une vision uniquement matérialiste. Mais un être humain, ça a 3 étages. On appelle ça les 3 trésors en médecine chinoise. Il y a la matière, il y a l'énergie, mais il y a aussi l'esprit. Et l'esprit, c'est l'énergie. Enfin, vous savez, E égale mc2, l'esprit c'est la lumière multipliée par elle-même, c'est encore un autre niveau vibratoire totalement. Et un être humain, ces 3 étages, c'est pas seulement 2 étages. Donc s'arrêter à l'étage de l'énergie ne suffit pas pour un être humain. Donc le problème, c'est que la médecine chinoise a déjà tellement de mal à se faire reconnaître comme une médecine énergétique, ce qui est déjà un effort par rapport à une médecine uniquement matérialiste, qu'effectivement, on a l'impression de dire « oui, mais bon, l'esprit c'est encore autre chose, on verra plus tard ». Vous voyez, il y a un côté matérialisme dans l'énergétique un petit peu chez nous. Voilà, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, c'est simplement une petite conférence, une petite présentation. Je voudrais laisser du temps à des internautes de poser des questions sur lesquelles je répondrai ensuite par mail. Je voulais simplement dresser un petit portrait de ce qui me semblait important concernant cet aspect du fonctionnement humain et de soulever ce petit lièvre, de montrer que ce soit en médecine occidentale ou en médecine chinoise, il était peut-être temps, hein, si on veut que le XXIe siècle ne soit pas que matérialiste et même peut-être que énergétique, de se poser la question de l'importance de l'esprit humain dans le fonctionnement humain et dans la santé. À bientôt.